L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question sera posée par Monsieur Alexandre Allègre-Pilot pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il faut une meilleure régulation de la vente d'armes blanches. Interdire les couteaux, les machettes, les haches ne réglera rien. Voici pourtant votre préconisation après qu'un adolescent de 14 ans a poignardé à mort une surveillante de collège. Votre prochaine recommandation pour stopper la violence juvénile sera-t-elle de remplacer nos couverts par des baguettes? Interdire les voitures pour lutter contre les refus d'obtempérer, élargir les trottoirs pour lutter contre le harcèlement de rue, interdire l'argent liquide pour lutter contre le trafic de drogue. Ce sont tous ces petits renoncements qui font la grande lâcheté de ce gouvernement. Comme dans beaucoup de nos campagnes, je fais partie de ceux qui ont souvent un opinel dans leur sac pour couper une corde ou préparer un casse-croûte dans les Cévennes. Le problème, ce n'est pas le couteau, c'est la main qui porte le coup. C'est la barbarie qui s'empare des âmes et c'est le vide qui lui répond. C'est cette jeunesse totalement abandonnée par un État complaisant et manifestement perdu. Dans une société sans verticalité, sans figure d'autorité, où tout a été sapé par le laxisme, les actes les plus violents explosent chez les adolescents, notamment chez les garçons, avec 42 homicides en 2022. Hier encore, une mère a été enlevée à son enfant. 5000 homicides et tentatives d'homicide chaque année. Emmanuel Macron détient ce triste record, faisant de la France un des pays les plus dangereux d'Europe. Et pendant que l'État dégaine des éléments de langage, la barbarie dégaine une lame et tue. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous pour faire exécuter les lois d'Éric Ciotti, votées mais jamais appliquées par les gouvernements Hollande et Macron depuis 2022? Allez-vous réactiver la loi de 2011, instaurant un encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants? Allez-vous supprimer les allocations familiales pour les familles défaillantes? Les Français veulent de la fermeté, du courage, de la lucidité, pas des élucubrations sur la taille des couteaux. Dénoncer la barbarie, c'est bien. La combattre vraiment, c'est mieux. Et c'est ce que nous attendons. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Allègre-Pilot, peut-être pour répondre à votre question, vous donner d'abord quelques éléments statistiques pour reconnaître que la banalisation du port et l'usage de l'arme blanche chez les mineurs est devenue effectivement extrêmement prégnante et le drame d'hier nous l'a encore rappelé. Mais cette banalisation s'accompagne aussi d'une évolution de la délinquance des mineurs. La délinquance des jeunes a changé de visage, elle est à la fois plus radicale, je pense notamment à la radicalisation de la violence liée au trafic, mais aussi beaucoup plus diffuse. Et effectivement, si entre 2016 et 2024, la délinquance a eu plutôt tendance à rester stable, elle a augmenté s'agissant des actes les plus violents. C'est-à-dire que l'intensité est devenue beaucoup plus forte. Le nombre des mineurs de 13 à 17 ans qui ont été mis en cause pour homicide, je parle bien pour homicide, est ainsi passé de 39 à 119, soit la plus forte progression, toutes classes d'âge confondues. Dans 57% des homicides commis par des mineurs, l'arme utilisée est une arme blanche. Alors, ceci n'est pas pour justifier quoi que ce soit, c'est simplement pour constater objectivement la situation et qu'il est effectivement absolument nécessaire que l'on retravaille sur notre capacité à détecter les signaux faibles le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, je voudrais indiquer qu'en travaillant sur le bas du spectre, la stratégie nationale de prévention de la délinquance qui sera bientôt rendue publique va permettre, dans le cadre de la prévention à tout le moins, d'avoir comme principe de réinstaurer l'autorité des parents, l'autorité du maire, l'autorité de la justice, de façon effectivement à ce que très tôt on puisse décider des mesures extrêmement efficaces, voire même contraignantes s'il le faut, de manière à ce que, effectivement, une personnalité dont on détecte des moments de déviance puisse être reprise en main. Ça, c'est absolument clair. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect pénal. Il y a déjà eu des évolutions législatives qui sont réelles, mais dont je pense... Merci, Monsieur le Ministre. Et je termine, Madame la Présidente, dont il faudra une exécution extrêmement rapide, mais je n'ai plus le temps d'aller plus loin. La parole est à Monsieur Frédéric Falcon pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement vient d'annoncer la suspension de MaPrimeRénov'. Ce dispositif présenté hier comme le pilier de la rénovation énergétique est un échec. Il est gangréné par une fraude massive. Tracfin évalue le détournement à environ 400 millions d'euros par an, soit 10% des fonds du dispositif.
Mais MaPrimeRénov' sert avant tout de prétexte pour justifier l'instauration de contraintes réglementaires. Vous avez fait du DPE, cet indicateur décrié pour son manque de fiabilité, le critère suprême de votre politique de rénovation. Vous avez piégé des millions de petits propriétaires dans une mécanique infernale. Baisse arbitraire de la valeur de leurs biens, baisse imposée des loyers, suspension des APL, injonction judiciaire à réaliser des travaux hors de prix, interdiction de louer. Face à cette politique kafkaïenne, les Français ne veulent plus être bailleurs, préférant retirer massivement leurs biens du marché locatif. On enregistre une baisse de près de 75% des annonces en 3 ans à Paris et 5 millions de logements sont concernés. Vous avez poussé la logique bureaucratique jusqu'à imposer aux copropriétés la mise en place obligatoire d'un plan pluriannuel de travaux, une contrainte excessive qui leur coûte 10 000 €. Depuis 2022, le Rassemblement national alerte sur cette dérive. Nous réclamons la levée immédiate de l'interdiction de louer fondée sur la note DPE et un changement de cap pour une rénovation incitative, fondée sur le confort plutôt que sur des objectifs technocratiques, respectueuse de la propriété privée et adaptée aux réalités économiques des Français. Je rappelle aux fanatiques du climat que l'immobilier résidentiel représente à peine 12% des émissions de CO2 en France, laquelle n'émet que 0,9% des émissions mondiales. En 30 ans, pour un parc immobilier qui a augmenté de 50% en surface, on consomme moins d'énergie qu'en 1990. Chers collègues, nous sommes les plus vertueux d'Europe. Avec la suspension de MaPrimeRénov', le Rassemblement national demande la levée immédiate des contraintes liées au DPE et la fin du socialo-macronisme qui prélève des taxes et des impôts pour distribuer des chèques. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Falcon, face aux générations futures, ce n'est pas le populisme qui doit s'exprimer pour savoir comment le gouvernement doit conduire des politiques écologiques ambitieuses qui protègent à la fois nos populations, qui leur permettent de favoriser toutes les transitions et qui surtout préserveront nos intérêts économiques et notre souveraineté. Savez-vous que 80% des emplois en France dépendent directement ou indirectement des espaces naturels? Voulez-vous que demain, dans le constat accablant que vous voulez présenter, voulez-vous que demain nous craignions de boire de l'eau au robinet parce qu'elle est polluée? S'agissant de MaPrimeRénov', le gouvernement s'est exprimé pour expliquer que dès le mois de septembre prochain, nous pourrons reprendre le travail. De la même manière, un texte sur le DPE et notamment les logements classés G seront présentés d'ici la fin de cette session et vous le savez absolument. Aujourd'hui, plutôt qu'essayer de surfer sur les craintes, les mécontentements ou les contraintes que peut représenter la transition écologique, vous devriez accompagner les efforts des Françaises et des Français, les efforts du gouvernement, la mobilisation d'argent public qui permet, pas à pas, de progresser sur le chemin de la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Nous avons cette fierté. Nous avons fait baisser de 10% les émissions de gaz à effet de serre. À aucun moment, sur aucun texte, en effet, votre groupe politique n'a soutenu cette politique. Mais au regard des décennies qui viennent, au regard des besoins de la France, pour que demain nous ne soyons plus dépendants d'énergies fossiles qui viennent de l'extérieur et pour que les Françaises et les Français puissent enfin revivre en confiance dans une société protégée des évolutions du dérèglement climatique, Nous poursuivrons sur cette voie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur Falcon. Oui, je prends les Français à témoin et nous leur disons qu'après les ZFE et le ZAN, nous allons supprimer et abolir les contraintes DPE. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Cazeneuve pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Déploiement de la planification écologique, généralisation des ZFE, investissement inédit dans la rénovation énergétique avec MaPrimeRénov', interdiction des locations de passoires thermiques, réouverture des petites lignes de train, leasing électrique, loi AGEC, loi industrie verte, produits bio et circuits courts dans la restauration collective, mise en œuvre du plan national d'adaptation au changement climatique, ZAN, accélération de la production des énergies renouvelables, relance du programme nucléaire. Depuis 8 ans, sur l'impulsion du président de la République Emmanuel Macron, nous avons massivement agi en matière d'écologie pour endiguer le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité.
Cette semaine encore, la France a su mobiliser à l'UNOC des centaines de pays du monde entier pour accentuer notre effort et notre action en matière de protection des océans. Et cette politique marche. Nous avons, depuis 2017, quadruplé la baisse du rythme des émissions de CO2. Malheureusement, depuis plusieurs mois, les populistes et démagos de tous bords détricotent une à une ces mesures indispensables à notre transition écologique. Il y a 8 jours, les climato-sceptiques du Rassemblement national se sont alliés avec les climato-tchéguévaristes de la France insoumise pour abroger les ZFE en faisant fi de toute la recherche scientifique, de tous les experts, mais surtout des 48 000 décès par an en France que vous avez ignorés en votant cette loi. Monsieur le Premier ministre, les mêmes qui criaient hier au manque d'ambition écologique et parlaient de mesurettes pleurnichent aujourd'hui en prétextant que ces dispositions seraient trop difficiles à mettre en place. Alors, à tous ceux ici qui veulent continuer à vivre à crédit de notre planète en faisant abstraction du dérèglement climatique, nous vous le disons solennellement, nous ne vous laisserons pas faire. Monsieur le Premier ministre, notre maison brûle, notre jeunesse nous regarde droit dans les yeux. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Cazeneuve, merci. Merci parce que face aux enjeux du dérèglement climatique, nous choisissons en effet la vérité, pas l'émotion, pas les injonctions. Nous assumons un cap clair, pas un alignement opportuniste. Depuis 2017, nous avons avancé, jamais assez vite, sans doute, mais dans le bon sens, clairement. Moins 9,6% d'émissions de gaz à effet de serre, moins 5,8% rien qu'en 2023, la plus forte baisse enregistrée depuis 2015. Moins 4,1% d'empreinte carbone pour les Français l'an dernier. Ces chiffres ne sont pas des trophées, ce sont des jalons. Et ils montrent que nos choix portent leurs fruits. Sur la rénovation des logements, sur le leasing social, le soutien à l'agriculture durable, la décarbonation de l'industrie. Au-delà de l'atténuation, nous préparons aussi notre pays à un scénario de résilience à plus 4 degrés, avec un plan d'adaptation au changement climatique. Encore hier à Nice, le président de la République et le gouvernement ont détaillé des annonces historiques pour protéger nos océans en interdisant les activités qui dégradent les zones marines vulnérables. Au total, près de 15% des eaux françaises seront classées en protection forte, soit 3 fois plus qu'avant, et plus de 10% des eaux françaises seront placées en protection stricte, c'est-à-dire sans aucune activité humaine. Cela concerne notamment 900 000 km² annoncés par la Polynésie ou la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie. Ces mesures sont un signal clair supplémentaire. La France assume son leadership mondial et pousse d'autres pays à suivre. Mais il ne suffit pas d'avoir eu raison une fois, il faut tenir bon, encore et toujours, et ensemble. Alors merci Monsieur le député pour votre parole claire et votre exigence. L'écologie n'est pas un confort, c'est une responsabilité et le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, la partage. La parole est à Madame la Présidente Mathilde Panot pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, où êtes-vous? Où est la France? Mourir de faim ou mourir d'une balle? Avez-vous vu les images insoutenables des Palestiniens abattus par l'armée israélienne alors qu'ils venaient juste chercher de l'aide alimentaire? Où êtes-vous? Que dites-vous? Combien de crimes encore allez-vous laisser commettre avant de prendre enfin des sanctions contre l'extrême droite de Netanyahou? Où êtes-vous? Que faites-vous? La flottille de la liberté, elle, a vogué pour briser le blocus de l'aide humanitaire. C'est la fierté de la France que l'équipage compte 6 de nos concitoyens, dont une représentante du peuple français. Ils ont fait plus en 10 jours que vous en 20 mois. Comme les dockers de Marseille qui, en bloquant l'export d'armes vers Israël, ont fait l'honneur de notre pays. Gloire à la flottille de la liberté, gloire à Rima Hassan, gloire aux dockers de Marseille, gloire au peuple du monde qui se mobilise pour le peuple palestinien. Monsieur le Premier ministre, une arrestation illégale en eau internationale de l'équipage, une eurodéputée et 3 de nos concitoyens détenus illégalement depuis 3 jours par un État dirigé par un homme sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, sans un mot de condamnation de votre part, c'est du jamais vu.
45 000 mails de soutien vous dérangent plus que le blocus illégal qu'il dénonce. Vous manquez à tous vos devoirs, légalement, moralement, diplomatiquement. Et vous n'avez rien à dire quand une parlementaire subit le chantage insupportable de devoir reconnaître une action illégale qu'elle n'a pas commise. 20 mois de génocide, mais vous tergiversez pour reconnaître l'État de Palestine. Vous refusez l'embargo sur les armes et les sanctions contre Israël. Monsieur le Premier ministre, pourquoi protégez-vous Netanyahou plutôt que nos concitoyens et qu'une représentante du peuple? Pourquoi ne faites-vous rien pour faire respecter notre pays et le droit international? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre a la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot. Il y a deux volets dans votre question. Le premier volet, c'est Gaza. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est inacceptable, intolérable et une souffrance, y compris pour ceux qui ont toujours défendu l'existence d'Israël. Et cette situation, la France est un des premiers États à l'avoir dénoncé et à travailler aujourd'hui à une réponse effective qui nous permettra d'avancer vers deux États qui est le seul moyen d'obtenir la paix, la sécurité des uns et des autres. Mais on ne peut pas parler de Gaza sans parler du 7 octobre. On ne peut pas parler de Gaza sans parler de l'assaut et du pogrom que le Hamas a perpétré ce jour-là. Et je crois, pour vous dire le fond de ce que je pense, je crois que ceux qui ont lancé l'assaut du 7 octobre voulaient obtenir la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce qu'ils prévoyaient, c'était le caractère inéluctable et inacceptable de ce pogrom, avec la réponse qui ne pouvait être dans leur esprit qu'une réponse extrêmement puissante et violente d'Israël. Car ce qu'ils voulaient obtenir, la vraie cible du Hamas le 7 octobre, c'était la possibilité de faire un jour la paix avec Israël, entre Israël et les Palestiniens, Israël et les pays arabes qui l'entourent. C'est donc le premier volet de la question. Quant à la flottille, je dois vous dire que ces militants ont obtenu l'effet qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter. Nous pensons et nous croyons que l'action du gouvernement français à l'égard du gouvernement d'Israël, l'action du... S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre termine sa réponse. Nous pensons que c'est précisément par l'action diplomatique et l'effort pour regrouper plusieurs États pour faire pression sur le gouvernement d'Israël qu'on peut obtenir la seule solution possible et la seule digne. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, 3 secondes. Monsieur le Premier ministre, vous reprenez les éléments de langage de Netanyahou. Convoquez l'ambassadeur israélien pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Allez-y. Madame, je ne reprends aucun élément de langage de qui que ce soit. Je prends le seul élément de langage qui nous réunit, c'est-à-dire le regard des Français sur une situation inacceptable mais instrumentalisée. Merci, Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît, Madame la Présidente Panot, s'il vous plaît, un peu de calme. Nous allons poursuivre. La parole est à Madame Sophie Pantel pour le groupe socialiste et apparenté.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur Delogu, mes chers collègues, dans le calme, s'il vous plaît, allez-y. C'est bien vouloir circuler. Vous pouvez aller aux 4 colonnes si vous le souhaitez. Alors, Madame Pentel, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le spectacle que nous sommes en train de donner. Merci de bien vouloir respecter le temps de parole de notre collègue Madame Pentel. Est-ce que vous pouvez remettre à 0, Madame la Présidente, le time? Absolument. Voilà. Alors, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. CIDFF en danger est le titre d'une campagne nationale pour interpeller les médias et le grand public sur la situation des centres d'information des droits des femmes et des familles. Une mobilisation des CIDFF est prévue à compter du 23 juin avec fermeture au public pendant une semaine. Cette mobilisation est inédite. Elle intervient après des mois de discussions avec votre gouvernement afin d'obtenir l'enveloppe manquante à hauteur de 5,7 millions d'euros pour couvrir les conventions pluriannuelles d'objectifs qui sont pourtant contractualisées sur le programme 137. De quoi parle-t-on? Des moyens réels donnés à la politique d'égalité femmes-hommes. CIDFF en danger, ce sont les moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes. 140 féminicides en 2024. Ce sont les moyens pour agir en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Ces moyens concernent la mise en œuvre des politiques publiques qui justifient l'agrément que donne l'État au CIDFF. Sans soutien, ce sont des suppressions de postes, des fermetures de permanence, de services dans nos territoires au détriment de nos populations et donc moins d'accompagnement pour celles et ceux qui attendent d'être protégés par l'État. Le retard de notification et de versement fragilise considérablement les associations, donc le public accueilli. C'est face à ces constats que le conseil d'administration de la Fédération nationale a décidé à l'unanimité une mobilisation d'ampleur à la mesure de la gravité de la situation pour ce réseau. Monsieur le Premier ministre, l'État va-t-il apporter des réponses concrètes avant le 18 juin, date où le conseil d'administration lancera cette mobilisation nationale? Je vous remercie, Madame Brotel. La parole est à Madame Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente et merci Madame la députée pour cette question qui est importante et qui concerne en effet notre politique à la fois en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Et je crois que nous savons tous dans nos territoires le rôle déterminant des centres d'information aux droits des femmes et des familles, des CIDFF qui sont joués. Nous avons eu à augmenter, vous le savez, ce qu'on appelle la compensation Ségur, les travailleurs sociaux. C'est une bonne nouvelle parce que nos travailleurs sociaux avaient besoin d'être considérés de la même manière que d'autres professions médico-sociales. Mais ça a évidemment posé des difficultés à un certain nombre de centres. C'est la raison pour laquelle le budget de mon ministère en 2025 a augmenté significativement avec une enveloppe dédiée de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros votés à l'unanimité au Sénat et qui a été conservé ensuite par le gouvernement, par le Premier ministre dans le 49.3. Dans les jours qui viennent, les CIDFF verront le versement permettant la compensation de la prime Ségur, non seulement au titre de la part de l'État, mais même sur la compensation totale du Ségur. Évidemment, nous devons nous engager pour garantir que cette compensation puisse être faite non seulement en 2025, mais pour les années qui viennent, pour garantir la pérennité de ces postes qui sont indispensables à partir du moment où nous voulons lutter efficacement contre toutes les formes de violences faites aux femmes, singulièrement, vous l'avez rappelé, la question des féminicides. Je rappelle ici que c'est un engagement qui ne dépend pas que d'un ministère seul ou des seuls pouvoirs publics, mais de toute la société pour qu'enfin l'éradication des violences faites aux femmes soit l'affaire de toute la République. Et je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Pentel. Madame la Ministre, je voulais vous remercier pour ces annonces-là pour les CIDFF. Rappelez simplement que la politique d'égalité femmes-hommes, c'est un des 3 piliers de l'Union européenne. C'est une politique qui s'impose à la France. C'est une politique qui est une chance pour la France. Et donc nous resterons vigilants. Merci Madame Pentel. La parole est à Madame Anne-Laure Blin pour le groupe de la droite républicaine. Merci Madame la Présidente.
Monsieur le Premier ministre, il y a quelques semaines, je vous interrogeais sur l'avenir des ZFE. Depuis, notre Assemblée a, par un vote clair et transpartisan, dit stop à cette écologie punitive qui fait bouillir nos territoires. Parce que sous cet acronyme barbare, ce n'est pas une simple question technique comme on le croit dans la technocratie parisienne coupée des réalités. C'est une mesure très concrète qui impacte la vie quotidienne de millions de Français pour qui la voiture n'est pas un luxe, mais bien une nécessité absolue. Pourtant, 2 membres de votre gouvernement ont remis en cause le vote souverain de la représentation nationale. Les députés sont élus démocratiquement. Ils représentent le peuple français. Et votre gouvernement, lui, est nommé. Il est responsable devant l'Assemblée nationale et pas l'inverse. Monsieur le Premier ministre, les Français ne supportent plus cette politique du mépris que vous leur envoyez au visage. Alors si vous ne considérez pas les gueux, avez-vous oublié les gilets jaunes? Se déplacer serait-il pour vous un tel luxe que ceux qui n'ont ni tramway, ni métro, ni piste cyclable seraient condamnés à ne pas pouvoir se rendre à la grande ville? Vous me répondrez certainement qualité de l'air, mais connaissez-vous le coût social de cette mesure que vous générez chez nos compatriotes qui se sentent tellement déconsidérés? Non, Monsieur le Premier ministre, la France des campagnes, la France des provinces ne devrait pas avoir besoin de redoubler d'énergie pour démontrer qu'ils sont des Français comme les autres. Nous sommes le peuple de France et le peuple de France a décidé, par la voix de ses représentants, de mettre définitivement fin aux ZFE. Alors, votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, va-t-il respecter la volonté des élus de la Nation? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Blin, merci de montrer que nous pouvons avoir des nuances ou des désaccords sans forcément hurler ou se montrer du doigt. En l'occurrence, la position du gouvernement n'a pas varié et elle est et sera évidemment respectueuse de la souveraineté parlementaire. La proposition du gouvernement était de revenir à un principe de confiance et de responsabilité aux collectivités locales et aux élus locaux en matière d'application de zones à faible émission. La proposition était, conformément à nos engagements européens, que seules les 2 agglomérations qui dépassent les seuils de pollution, Paris et Lyon, continuent à appliquer ce dispositif. L'Assemblée nationale a décidé, dans un vote souverain, en effet, de supprimer purement et simplement le dispositif. Mais l'expression du peuple de France, le ministre des Relations avec le Parlement se permet de vous le rappeler, prend corps non seulement dans la position de l'Assemblée nationale, mais également dans celle du Sénat. Et quand à la fin de cette semaine, vous aurez terminé le texte de simplification, nous convoquerons une CMP dans la discussion entre députés et sénateurs, là où le gouvernement ne siège pas en commission mixte paritaire, des décisions définitives pourront être prises. Donc nous sommes respectueux évidemment de la position des parlementaires. Néanmoins, je crois qu'il était sage de considérer que dans les villes où les seuils de pollution sont les plus importants, nous puissions conserver ce dispositif. Vous avez bien vu, et je sais que vous y êtes sensible, au cours des 30 dernières années, une activité qui s'est développée alors qu'elle n'existait pas auparavant, la kiné respiratoire sur de petits enfants, de très jeunes bébés. Dans ces grandes villes, un dispositif comme celui-là s'impose. Et dans les autres villes, et plus encore dans celles auxquelles vous faisiez référence, les ZFE ne s'appliquent pas, sauf confiance et responsabilité aux élus s'ils le décident. Merci, Monsieur le ministre. Madame Blin. La voix de la représentation nationale a été très claire. Nous refusons les ZFE où qu'elles soient, ni à Lyon, ni à Paris. Ça a été le vote ici, dans cette Assemblée. Et simplement pour vous remémorer, la France émet des tonnes de CO2 à raison de 0,9% des émissions mondiales. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Louis Romégas pour les groupes écologistes et social. Madame la ministre ou Monsieur le ministre, je reviens de Nice où se tient encore la conférence des Nations Unies sur l'océan. C'était l'occasion pour la France d'aligner enfin ses aires marines protégées hexagonales sur les recommandations des scientifiques et les objectifs internationaux. Au lieu de cela, des discours et une manipulation des chiffres. Vous nous avez présenté une carte bidon qui ne change rien. Toutes les ONG sont d'accord là-dessus. Pour l'essentiel, les nouvelles zones prétendument renforcées, les fameux 4%, c'est ce qu'on appelle de la poudre de perlimpinpin, puisque le chalutage de fond y était déjà interdit.
On nage en plein greenwashing à la face du monde. Alors, monsieur le ministre ou madame la ministre, quels sont les vrais chiffres? Nous voulons de la transparence. Avec qui avez-vous construit cette carte qui ne protège rien de plus que l'existant? Pas les ONG, pas les scientifiques. D'ailleurs, la protection à la française n'est même pas aux normes internationales, car ce sont toutes les pêches destructrices qu'il faut interdire dans les zones protégées et pas seulement le chalutage. Votre carte ne satisfait que les lobbies de la pêche industrielle qui menacent et qui intimident. En témoigne le vandalisme au domicile de Claire Nouvian. Emmanuel Macron dit n'avoir de leçons d'écologie à recevoir de personne. Je crains hélas que si le Royaume-Uni vient de lui en donner en interdisant le chalutage de fond dans 50% des aires protégées anglaises. Merci. La parole... Il n'y a personne pour répondre. Si, je vais l'annoncer. Madame Sophie Primas va répondre. Madame la ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Louis Roumégas. Je sais que ma collègue Agnès Pannier-Runacher aurait aimé vous répondre. Les annonces de l'UNOX sont aussi le fruit de son travail avec toutes les ONG, avec toutes les parties prenantes, avec la science et de son engagement déterminé pour la protection des océans aux côtés du président de la République et sous l'autorité du Premier ministre. Oui, les annonces du président de la République ont été fortes, et notamment, monsieur, sur les aires marines protégées. Nous déployons une stratégie cohérente de protection des fonds marins. Le chalutage de fond que vous évoquez est un sujet important, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres sources de pression qui sont moins médiatiques peut-être, mais qui sont tout aussi réelles. Nous nous intéressons à toutes ces raisons, au chalutage bien sûr, à la pêche, au nautisme, à l'extraction minière et même aux pollutions d'origine terrestre, car oui, c'est cela, s'appuyer sur la science. C'est technique, c'est exigeant, ce n'est pas toujours médiatique, mais c'est ce qu'attendent nos concitoyens en termes de résultats. La réalité, c'est que le chalutage de fond est déjà interdit dans 50% des eaux hexagonales et absent de 97% de nos eaux territoriales. Et ça, ce sont des faits. Dans le même temps, nous créons la plus grande aire marine protégée du monde et la plus grande aire de protection stricte au monde en Polynésie, avec un bijou de biodiversité. De même, nous avons obtenu la signature de 96 pays pour une déclaration commune sur un futur traité ambitieux contre les plastiques à la hauteur de ce que dit la science et ce que demandent nos concitoyens. Alors oui, monsieur le député, on peut toujours progresser, on peut toujours s'améliorer. C'est une approche saine et les acteurs avec lesquels nous travaillons ne se privent pas de nous le dire et de nous le demander. Mais pourquoi dire toujours des mensonges? Cela ne rend pas service à nos océans. Merci Madame la Ministre. Monsieur Roumégas. Oui, excusez-moi, vous noyez le poisson, si j'ose dire. Vous ne répondez pas précisément à la question des aires marines protégées hexagonales. J'ai la carte de Bloom ici qui montre que les zones que vous avez annoncées sont déjà protégées. Donc c'est le statu quo. Tout Nice bruisse de ce mensonge d'État. Vous abîmez l'image de la France à l'international. C'est la vérité. Merci. La parole est à Madame Louise Morel pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Madame la Ministre, il y a quelques jours, plusieurs sites pornographiques ont annoncé leur retrait du territoire numérique français. Je tiens à rappeler que cette décision est entièrement de leur fait. Ces sites ne sont pas contraints par une censure arbitraire. Ils quittent notre territoire car ils refusent de se conformer à une loi qui a été votée dans cet hémicycle. Cette loi, que j'ai eu l'honneur de co-rapporter avec mes collègues Paul Midi, Denis Masseglia, Anne Le Henanff et Mireille Clapeau, impose aux plateformes de vérifier l'âge de leurs utilisateurs, une mesure de bon sens. Rappelons les chiffres. En France, 1 mineur sur 3 consulte un site pornographique au moins une fois par mois et 1/3 des enfants de moins de 12 ans ont déjà eu accès à ce type de contenu. Or, faut-il encore souligner cette évidence? Ce qui est interdit aux mineurs dans la rue, dans les écoles, dans nos foyers, devrait aussi l'être dans l'espace numérique. L'exposition précoce à des contenus pornographiques violents entraîne des souffrances chez nos enfants, troubles du développement, addiction, banalisation de la violence sexuelle, notamment envers les femmes, reproduction de schémas toxiques, voire criminels. Ces plateformes diffusent en toute impunité des contenus où se mêlent viol, inceste, actes de torture, humiliation extrême.
Madame la ministre, là où d'autres pays ont flanché, Royaume-Uni, Australie, plusieurs États des États-Unis, nous avons tenu bon, car en France, ce ne sont pas les plateformes qui font la loi. Mais nous devons aller plus loin et agir en Européens. Aussi, face aux pressions de ces acteurs qui pensent pouvoir dicter leurs propres règles, je vous pose 2 questions. La première, quels moyens mettez-vous en œuvre pour garantir que cette mesure ne puisse pas être contournée et reste effective dans la durée? La deuxième, comment la France entend-elle porter cette exigence de protection des mineurs pour qu'elle devienne un standard à l'échelle européenne et une exigence partagée? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Madame la Présidente, Madame la députée Louise Morel, je vous remercie de m'interroger parce que ces sites, vous l'avez dit, ils ont décidé de se retirer de France. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas respecter nos lois, ils ne veulent pas protéger nos enfants. Et je tiens à leur dire, personne n'est au-dessus des lois. Vous le savez, la loi Sren, ça a été un combat extrêmement long porté par les associations, porté par mes prédécesseurs, cher Jean-Noël Barrot, Marina Ferrari, porté par vous ici au Parlement, et qui a dit quelque chose de très simple. Le fait qu'un garçon sur 2 des 10 ans, une fille sur 3 des 10 ans aussi, puisse accéder à du contenu pornographique en cliquant sur un bouton, c'est fini. Ce contenu est interdit aux enfants depuis plus de 30 ans. Les sites doivent respecter leurs obligations. Les solutions existent. On nous a dit que c'était impossible, mais elles sont bien là. Elles sont utilisées par un certain nombre de sites qui, eux, se conforment à nos lois. Si ces sites internet ne veulent pas respecter nos lois, ne veulent pas protéger nos enfants, alors qu'ils s'en aillent. Nous allons mener ce combat en européen. Nous le faisons d'ailleurs aujourd'hui. Ce n'est pas l'Europe qui est en retard, c'est la France qui a été en avance. Et je peux vous garantir, parce que je sors d'un Conseil européen, que tout le monde nous regarde et nous regarde avec fierté, parce que la liberté des adultes de consommer ce contenu ne doit pas se faire sur le dos de nos enfants. Parce que ces méthodes de mensonges, d'intimidation, qui consistent à mettre sur leur site internet que nous allons avoir accès aux informations de nos concitoyens qui sont dans leur bon droit de consommer ce contenu quand ils sont adultes et que nous allons pouvoir utiliser ces informations, c'est faux, c'est du mensonge. Si ces sites veulent utiliser ces méthodes pour continuer à se faire de l'argent sur le dos de nos enfants, nous leur répondons qu'ils s'en aillent. Et si ces sites pensaient pouvoir aller à la porte de l'Europe pour dire « nous trouverons d'autres pays qui, eux, ne suivront pas », qu'ils s'en aillent. L'Europe aussi répond présent, l'Europe suit la France. Le numérique, c'est formidable, mais on respecte nos lois et je leur dis bon vent. Je vous remercie. La parole est à Madame Constance de Pélichy pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adresse à l'ensemble du gouvernement. Laissez-moi vous citer quelques hommes politiques d'Europe. Nous ne laisserons pas violer nos filles et nos femmes. C'était Viktor Orban ce lundi à propos des migrants. On ne peut pas considérer les urgences comme la solution à un mode de vie non civilisé. Matteo Salvini à propos de l'IVG il y a quelques mois. À l'égard de la démocratie, nous avons une position plutôt sceptique. Il s'agit de Christophe Bozac. Le réchauffement climatique est la plus grande escroquerie de l'histoire. Santiago Abascal. Enfin, si vous êtes noir, repartez. Martine Helmeux. Est-ce que je suis la seule que ces propos choquent? Qu'ont en commun toutes ces personnes, en plus de bafouer nos valeurs démocratiques, républicaines et européennes? Elles s'exprimaient ce lundi dans le Loiret, mon département, lors du rassemblement de l'extrême droite européenne organisé par Marine Le Pen. Alors permettez-moi de vous rappeler que non, le Loiret n'est pas une terre d'extrême droite. Cet événement a le mérite de la clarté. Le RN nous rappelle qu'il cautionne les thèses racistes, discriminatoires, qu'il nie le réchauffement climatique, qu'il est contre les femmes, qu'il promeut un pouvoir autoritaire, qu'il est anti-UE et qu'il sert la propagande pro-Poutine. On est loin du discours lissé de ces derniers mois. D'ailleurs, Madame Le Pen y a salué la valeureuse Hongrie de Orban qui muselle sa presse, ses universitaires et sa justice, qui est ouvertement homophobe, anti-IVG, xénophobe et pro-Kremlin. Alors que dire, Monsieur le Premier ministre, du silence assourdissant de ce gouvernement? Qu'attendez-vous pour dénoncer les propos tenus ce lundi? Se taire, Monsieur le Premier ministre, c'est cautionner. Se taire, Monsieur le Premier ministre,
c'est fragiliser durablement notre pacte républicain. Se taire, Monsieur le Premier ministre, c'est renier notre devise liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Sophie Primas, ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. S'il vous plaît, un peu de tenue. S'il vous plaît. Merci, Madame. S'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Primas a la parole. Merci. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Constance de Pellichy. Liberté, égalité, fraternité ne sont pas de simples mots qui sont gravés sur le fronton de nos mairies. Ce sont les biens les plus précieux de notre République. Ce sont les pierres angulaires sur lesquelles se fondent toutes les politiques publiques que nous menons sous l'autorité du Premier ministre. Comme vous, ce gouvernement y est profondément attaché. Et c'est au nom de ces principes que nous agissons chaque jour pour garantir les libertés individuelles et collectives, pour construire ensemble une société plus juste, plus solidaire, plus fraternelle, pour faire vivre partout l'idéal républicain. Je ne peux donc pas laisser dire, ni même laisser penser, Madame la députée, que ce gouvernement, d'une quelconque manière, cautionnerait des propos ou des comportements qui porteraient atteinte aux droits fondamentaux, au respect de la démocratie, aux valeurs de la République ou aux engagements que nous avons pris en matière de transition environnementale. Nous sommes clairs et nous sommes cohérents. Il ne peut y avoir de compromis avec les principes fondateurs de la République française. Toute parole publique, toute action publique, tout arbitrage politique doit s'inscrire dans le respect absolu de cette devise qui nous unit et nous engage tous, liberté, égalité, fraternité. Je le dis, Madame la députée, avec gravité, mais aussi avec conviction, ce gouvernement ne s'écarte pas, ne s'écartera jamais de cette boussole républicaine. Et oui, nous condamnons les propos que vous avez à l'instant rapportés. Merci Madame la ministre. La parole est à Madame Anne-Cécile Violent pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Le prêt-à-porter français traverse une crise profonde. Entre 2023 et 2024, plus de 15 enseignes ont été placées en redressement ou en liquidation judiciaire, emportant avec elles des milliers d'emplois et entraînant la fermeture de centaines de points de vente dans nos territoires. Plus de 35 000 emplois en 10 ans. C'est tout un modèle économique qui vacille, fragilisé par la hausse des coûts de production, la baisse du pouvoir d'achat, la mutation des modes de consommation et la concurrence grandissante de la mode express et ultra express, dont l'impact dépasse largement la seule question climatique. Hier, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, portée par le groupe Horizon et Indépendants. Je souhaite associer mon collègue Antoine Vermorel et toutes les filières de la mode et saluer ensemble l'engagement des sénateurs qui ont mené un travail rigoureux et constructif sur ce texte. Il constitue une réponse concrète à une triple urgence écologique, économique et sociale qui ne peut plus attendre. Je remercie la rapporteure Sylvie Valente-Lehir et le président Jean-François Longeot qui ont maintenu l'examen du texte, ainsi que les ministres Agnès Pannier-Runacher et Véronique Louwagie pour leur soutien fort, ainsi que Christophe Béchu il y a un an. Grâce à un travail constructif des deux chambres et à l'engagement du gouvernement, la France s'inscrit comme un fer de lance pour légiférer et inspirer le travail européen sur ce sujet, comme elle a pu le faire notamment sur le principe du pollueur-payeur. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser la position que défend la France dans le cadre des négociations européennes sur la taxe des petits colis de provenance extra-européenne, ainsi que l'ambition que vous défendez pour rétablir les conditions de concurrence équitables et protéger nos filières industrielles françaises, en particulier la filière textile? Au-delà du cadre européen, le gouvernement est-il prêt enfin à initier à l'échelle internationale une initiative en faveur d'une révision des tarifs postaux mondiaux afin de mettre fin aux avantages indus dont bénéficient encore certains pays comme la Chine au détriment de notre production nationale? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Cécile Violent. Je partage votre constat et je veux vous remercier de tout votre engagement sur cette question. Effectivement, notre secteur textile en France connaît de graves difficultés. Vous avez relevé une succession de difficultés de fermeture d'enseignes et notre commerce souffre. Notre commerce souffre parce qu'effectivement, il y a une concurrence déloyale qui s'établit au regard d'un certain nombre de pratiques industrielles et commerciales émanant de plateformes étrangères. Ces pratiques ont des répercussions au niveau environnemental. Je rappelle que le fret aérien a 100 fois plus d'impact en matière d'environnement que le fret maritime, et au niveau économique sur nos commerces qui ferment, et ce sont également les vitalités de nos centres-villes qui en pâtissent. Rappelez simplement un chiffre, nous avons par exemple une enseigne qui dispose de 350 magasins en France, donc qui participe à la vitalité de nos territoires, qui a le même chiffre d'affaires qu'une plateforme étrangère. Donc oui, il nous faut agir. Vous avez évoqué la proposition de loi qui a été adoptée au Sénat hier, qui définit un certain nombre de points, notamment un malus qui sera établi sur tout ce qui est textile fast fashion, avec effectivement une taxe sur les colis de 2 à 4 euros qu'ont indiqué les sénateurs. Je veux également souligner qu'au niveau européen, ma collègue Amélie de Montchalin travaille avec ses homologues pour revoir le dispositif d'exemption des droits de douane jusqu'à 150 euros et la mise en place d'une révision des tarifs douaniers au travers des frais de gestion. Au niveau de la DGCCRF, j'ai demandé un certain nombre de contrôles, à ce que les contrôles soient triplés au niveau des articles prélevés, que toutes les plateformes étrangères soient contrôlées, qu'elles le soient à 360 degrés. Nous avons également une étude qui est en cours pour mettre en place, qui pourrait l'être dès 2026, des frais de gestion pour financer la régularité, la conformité des articles et tout ce qui participe à son contrôle. Je vous remercie. La parole est à Madame Soumia Bourouha pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ce lundi, un navire humanitaire, le Madeleine, qui tentait de briser le blocus humanitaire de Gaza, a été arraisonné par les forces de sécurité israéliennes. À son bord, 12 personnes, dont 6 ressortissants français. Cette interception dans les eaux internationales constitue une violation grave du droit international, qui n'a toujours pas été condamné par la France. J'apporte au nom de mon groupe notre soutien à l'équipage et demandons sa libération immédiate et sans condition. Que cherchent à exprimer les autorités israéliennes en agissant de la sorte? Le message est clair, le blocus continuera. L'aide humanitaire, pourtant vitale, ne franchira pas les frontières de Gaza. Gaza, affamée, asphyxiée, où plus de 15 000 enfants ont déjà péri, selon l'UNICEF. Chaque jour, les images nous bouleversent, dont celle, hier encore, de Palestiniens abattus alors qu'ils tentaient d'accéder à une aide humanitaire. Israël, enfermé dans une logique coloniale, piétine le droit international. Les crimes de guerre, l'apartheid, le nettoyage ethnique se poursuivent inexorablement jusqu'au gouffre d'un génocide. Face à cela, la réaction des plus hautes autorités de l'État n'est pas à la hauteur. C'est pourquoi la société civile, comme la flottille ou les dockers de Marseille, qui ne supportent plus cette inaction, tentent par tous les moyens de briser un blocus meurtrier et de mettre fin aux livraisons d'armes de la France en Israël. À l'heure où l'on comprend que le président de la République s'apprête à reculer face aux pressions sur la promesse faite d'une reconnaissance de l'État palestinien lors de la conférence de New York d'ici quelques jours, je n'aurai qu'une question, Monsieur le Ministre. Quand la France saura-t-elle trouver le courage d'une diplomatie ferme, respectueuse du droit des nations, au service de la paix entre les peuples? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, d'abord, puisque votre question m'y invite, je voudrais rendre hommage aux agents du ministère des Affaires étrangères qui ont admirablement géré la situation difficile de nos 6 ressortissants qui tentaient de gagner Gaza par bateau. En les alertant sur les risques auxquels ils s'exposaient, en interpellant les autorités israéliennes en amont pour prévenir tout incident et en se tenant aux côtés de nos 6 ressortissants depuis leur arrivée sur le territoire israélien
Le consul général s'est entretenu avec nos 4 ressortissants encore là-bas, ceux qui ont à ce jour refusé de signer les papiers permettant leur expulsion et donc leur retour en France. Et tout cela, les agents du ministère l'ont fait, quoi qu'ils puissent penser de la vacuité de cette opération de communication. Tout ça, ils l'ont fait alors même que sous l'impulsion de certains irresponsables, le centre de crise et de soutien du ministère, mes équipes et moi-même avons été harcelés, submergés par des milliers, des dizaines de milliers de mails. Et alors même que ces agents du ministère des Affaires étrangères ont été diffamés, calomniés par ces mêmes irresponsables. Rien de tout cela, Madame la députée, ne sert ni la cause des Palestiniens, ni la sécurité de nos 6 compatriotes. Alors, vous soulevez la question de la légalité de l'arraisonnement de ce bateau en mer. C'est une question légitime, je comprends qu'elle ait une importance fondamentale pour vous. C'est une question qu'il appartiendra aux juridictions de trancher une fois rassemblés tous les éléments. Mais la priorité aujourd'hui, ce doit être le cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages du Hamas et l'accès immédiat, sans entrave et massive de l'aide humanitaire à Gaza pour abréger les souffrances des populations civiles. Mais en rien et d'aucune manière, les gesticulations de Madame Rima Hassan, son instrumentalisation de la souffrance des Gazaouis ne concourent à l'atteinte de ces objectifs. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.